Voilà. Je vais laisser la place à Pietro qui va nous parler des On a un petit temps de questions-réponses. ouais. Très bien. T'as rattrapé le timing, donc c'est parfait. Et on a environ un quart d'heure devant nous. On a quelqu'un qui pose plein de questions, c'est très bien. Mes questions, elles sont assez simples. C'est déjà quelle est la nature de la fertilisation phosphore qui est envisageable en agriculture biologique? Et la deuxième question, c'était, très rapidement, finalement, quel est le message à passer, par exemple, pour des agriculteurs qui voudraient s'installer dans le Gers, par exemple? Et est-ce que ici se pose la question de faire de la polyculture élevage? Quel est le message à tirer de cet exposé? Ok, alors du coup, pour la question sur les produits utilisables en bio sur le phosphore, si je comprends bien, c'était ça la première partie. Donc en gros, dans ce qui est utilisable en bio, strictement à part phosphore, on va avoir essentiellement des phosphates naturels, mais qui sont au final très peu utilisés car très peu efficaces et surtout très chers. Et donc du coup, après, les produits utilisés vont surtout être des formes organiques, donc tout engrais, tout fertilisant organique, que ce soit engrais organique type fiente, etc. Et puis aussi tous les composts fumiers, lisiers, compost de déchets verts, etc., etc. Voilà. Et du coup, la deuxième question, c'était si on veut s'installer dans le Gers en polyculture élevage, c'est ça? Après, on a vu que finalement l'élevage n'avait pas un impact particulier sur la teneur en phosphore des sols, que c'était davantage les sols calcaires. Donc évidemment, c'est vérifier ses stocks de phosphore déjà dans son sol. Et puis après, je ne vais pas aller complètement au bout de la réponse parce que je pense qu'on va avoir des éléments qui vont venir aussi cet après-midi sur cette question-là. Sur la question aussi des seuils de l'effet sur le rendement. Voilà, et sur les bilans, que aussi Pietro et puis les collègues vont détailler cet après-midi, sur comment on peut apporter du phosphore dans le système et essayer de maintenir aussi les teneurs. Voilà, mais du coup, ça va reposer surtout sur les engrais et amendements organiques, quoi. J'ai une autre question ici. Merci, Sylvain Pellerin, INRAE. J'ai bien noté dans la diapo de conclusion, pas d'effet simple, antériorité, présence d'élevage. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde un peu des interactions, genre l'effet de l'antériorité selon qu'on a ou pas un élevage? Puis après, j'ai une deuxième question. Je ne sais pas si on a été jusque-là. Je me retourne vers Grégory parce que... Ouais, non, c'est vrai qu'on n'a pas forcément creusé les relations multiples. Pour une bonne raison, déjà, je pense, on n'a pas voulu être complètement représentatif parce que c'était difficile. On avait 200 parcelles, c'est à la fois beaucoup et peu. Parce que quand on segmente, pour répondre à ta question, par exemple, il faut diviser les parcelles avec ou sans élevage en parcelles anciennes et récentes. Et puis au final, on se retrouve avec très peu d'effectifs. Une distribution de ces effectifs au sein de l'observatoire qui n'est pas forcément représentative. On va se retrouver peut-être avec plein de bio anciens dans le sud-ouest et puis peut-être plutôt des bio. C'est un petit peu la carte détaillée que Charlotte a montrée. Elle n'est pas rentrée dans le détail, mais on ne se sentait pas à l'aise finalement pour aller aussi finement dans les choses parce qu'il peut y avoir des biais d'échantillonnage finalement. Ok, mais du coup, un petit peu de prudence par rapport à une conclusion un peu rapide. Bon, il n'y a pas d'effet de la présence d'un élevage ou pas. Voilà. Et puis ma deuxième question, est-ce qu'on peut revenir à la diapo où il y a les comparaisons avec les teneurs impasse renforcement comifère, parce que je suis pas sûr d'avoir compris. Oui, alors parce qu'il manquait la légende rouge, orange, vert, ça veut dire quoi? Le rouge est inférieur au T renforcé. C'est inférieur au T renforcement. Oui, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. Oui, d'accord. Ok.
Donc le orange, c'est entre le T renforcé et le T impasse. Et puis le vert, c'est on est au-dessus du T impasse, donc on peut se permettre de faire des impasses. Ok, donc ça y est, c'est clair. J'étais pas rentrée dans le détail de la. Merci. Du coup, Clément Monro d'Arvalis, j'ai une question par rapport au calcaire. Là, vous êtes revenu sur le calcaire, mais est-ce que c'est du coup en lien avec la présence de calcaire, qu'il soit actif ou non, ou est-ce que finalement la corrélation c'est plus par rapport au fait qu'on soit sur des sols calcaires, du coup pH plutôt basique et du coup des meilleures absorptions des moins bonnes absorptions de phosphore par les plantes. C'est ce côté calcaire là que j'ai du mal un peu à comprendre. Je sais pas, je vais peut-être là, on a vraiment séparé les classes de sol en fonction du pourcentage de CaCO3. Voilà. Donc après, sur le mécanisme exact, j'avoue que je vais me retourner vers les spécialistes parce que. Ouais, de toute façon, je pense que c'est plus des hypothèses que Oui. tu poses dans ta diapo. Oui, c'est ça. Peut-être qu'Alain qui voudra compléter, mais les sols calcaires sont quand même connus pour leur fort pouvoir fixateur. C'est pas les seuls, on a des sols riches en fer ou en aluminium qui ont également un pouvoir fixateur important. Alors malheureusement, on n'est pas allé jusqu'à analyser les teneurs en fer et en aluminium. Ça aurait été génial pour voir le pendant sur d'autres types de sols. Donc on a pu faire ça que pour les sols calcaires. Est-ce que Alain, tu veux compléter? Pas spécialement. Voilà, donc là on est plus sur des suppositions. Et puis peut-être sur le sud-ouest, voilà, est-ce que c'est une interaction type de sol territoire? Sans doute. Peut-être pas uniquement, parce que globalement, les systèmes, et c'est vrai d'ailleurs en conventionnel, on est quand même sur des historiques de pratiques d'apport en phosphore dans certaines régions qui sont pas qui sont pas les mêmes dans toutes les régions. On sait, alors là c'est plus côté conventionnel, le nord de la France, notamment les bassins patatiers, betteraviers, c'est des cultures exigeantes et il y a un historique de fort apport qu'on retrouve très peu dans le sud-ouest de la France. Alors il n'y a peut-être pas que ça, mais voilà, je pense encore une fois, comme le soulignait Sylvain, on est souvent sur des effets multiples. Oui, bonjour. Je faisais partie de l'observatoire en tant qu'agriculteur. Malheureusement, mes repreneurs, ils n'ont pas voulu suivre derrière. J'ai eu des gens qui sont venus de Hollande avec des difficultés pour parler. Et enfin, je suis un peu spécial parce que j'ai fait ce que vous avez oublié de dire, c'est un petit peu, il y a le bio, mais il y a eu aussi à un moment donné, dont je faisais partie, des agriculteurs qui travaillaient avec PRP, ou des établissements qui conseillaient de ne pas mettre trop de phosphore. Donc chez moi, il y a eu 40 ans sans phosphore. Et j'ai reçu la visite de Claude Bourguignon, qui était sorti de l'INRA à un moment donné. Et on a travaillé sur la vie du sol, uniquement, avec des activités forçant les vers de terre ou la vie du sol à travailler. Et j'ai mes taux de phosphore qui ont augmenté de 300%, sans jamais en mettre. Est-ce que dans les études, au départ, je n'avais pas de phosphore. 300% sur rien, c'est facile à faire. Mais j'étais autour de 10 ou 15 ppm et je suis arrivé avec l'analyse phosphobio à 36 et 56 suivant les deux méthodes, là je ne sais plus. Et donc la question que je me pose, est-ce que, comme on parle de mycorhize, on parle d'activité, moi j'ai beaucoup de... Le GAEC qui s'est installé après moi, il s'est appelé le GAEC du ver de terre, parce que je leur ai vendu les vers de terre avant de vendre mes vaches, simplement pour leur faire comprendre que c'est une façon de... On parle beaucoup d'agroécologie, de sol vivant, de choses comme ça. Et j'ai eu la chance, moi, d'être dans une région où on avait beaucoup de déchets de bois. Donc, j'utilisais beaucoup de déchets de bois. Et est-ce qu'il y a des raisons, est-ce qu'il y a une relation entre la vie du sol et peut-être... j'ai augmenté aussi de 300% mes doses de potasse. J'ai augmenté de 1% de matière organique. J'ai tout augmenté dans mes sols. J'ai des sols qui sont... Cette année, ils ont fait 4 coupes de foin ou de fourrage avec l'ensilage. J'ai des maïs population à 3,50 m.
et j'ai jamais mis de phosphore depuis 50 ans. Enfin, 40 ans, et plus les années où ils ont repris. Mais du coup, vous avez fait des apports de compost et de matière organique? Voilà, la différence, c'est que tous les engrais de ferme n'ont jamais été compostés. Bon, j'ai eu une analyse de la DSV pour ça, parce que c'est pas trop autorisé. Ce qui m'avait été conseillé par Claude Bourguignon, qui m'a servi un petit peu sur ce raisonnement-là, c'est plus on met de paille, de travail au sol, de travail aux activités biologiques du sol pour influencer cette activité-là. Il faut pas, dès qu'on composte, et puis il y en a d'autres qui le disent, on perd 50% de la valeur du compost, entre l'ammoniac, le carbone qui s'en va, les choses, enfin voilà, je ne vais pas parler là-dessus. Et en le mettant directement sur les prairies non enfouies, j'avais des rotations avec des céréales, du maïs, et puis j'étais en bio à la suite, bien sûr. Et là, sur le cas aujourd'hui, c'est que j'ai des sols qui sont très, très, très vivants. J'ai des turicules partout. Alors, si on compte 100 tonnes de turicules par ver de terre, et par rapport à la première intervention qui avait été faite, justement, c'est que les vers de terre, ils descendent très bas. Ils vont chercher les meilleurs éléments dans le sol qui sont disponibles. Ils les mélangent avec des feuillages ou autre chose. Je ne sais pas, je ne les connais pas assez. Mais je veux dire, cette activité-là, elle a certainement dû jouer un rôle sur mon exploitation pour arriver à ce résultat. Je pense que les collègues pourront compléter, mais c'est sûr que la vie du sol joue aussi sur, voilà, sur les dynamiques, de libération du phosphore. Après, si vous avez quand même fait des apports, de fumier et de compost de déchets verts, où voilà, vous avez aussi apporté du phosphore et de la potasse par ce biais-là. Donc ça peut expliquer aussi les augmentations de teneur. Juste là, dans ce que je vous ai présenté, on a juste fait une photographie à un instant T. On n'a pas de point sur l'évolution. Pietro va en parler un petit peu parce que lui, il a pu travailler sur des parcelles sur lesquelles il y avait des analyses antérieures et où là, on peut parler d'évolution vraiment. Donc, si ça, c'est le deuxième point, c'est que là, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment un état des lieux, une photo à un instant T, quoi. Il n'y a pas de notion on n'a pas comparé des analyses antérieures et des analyses d'aujourd'hui. Ouais. Je crois qu'il y a encore une question derrière. Ouais, peut-être pour compléter, mais je pense qu'Alain Mollier, dans l'introduction, a quand même mis en avant le rôle important de l'activité biologique, alors qui, certes, est encore assez mal connu, assez mal documenté. On sait des choses, mais après, je pense qu'on a du mal à le quantifier à l'échelle d'une parcelle. C'est-à-dire que, oui, il y a des travaux qui ont démontré qu'il y a des effets de solubilisation du phosphore inorganique par des enzymes, par des micro-organismes. Mais après, combien de kilos ça représente par hectare et par an, ça, on ne sait pas, enfin, je ne crois pas qu'on sache répondre. Ou si on sait y répondre, c'est dans un cas particulier et c'est pas généralisable. Et je pense qu'il y a une très grande variabilité en fonction justement de l'activité biologique du sol. Et pour compléter la réponse de Charlotte, Charlotte, tu disais oui, les apports de compost d'effluents ramènent du phosphore, d'autres éléments. Et puis, on ramène du carbone, qui est aussi j'allais dire un petit peu le carburant de l'activité biologique du sol. Donc, j'allais dire peut-être l'intensité des processus biologiques, elle sera sans doute conditionnée à cette offre en carbone via les restitutions de matière organique. Ouais. Ouais, tout à fait. Je ne sais pas si des collègues veulent compléter. En tout cas, nous, dans Phosphobio, voilà, on n'est pas allé aussi loin sur ces questions-là, même si on est conscient que qu'il y a un intérêt. Voilà, on n'avait pas forcément les moyens d'y répondre, mais c'est sûr qu'il y a un intérêt important. Merci. Dominique Billard, société Violo Actualis Group. Vous avez parlé de fréquence d'apport de fertilisants. Est-ce que vous êtes allé regarder le type d'apport? Alors, pas effluents d'élevage dans les zones de polyculture élevage, mais plutôt dans les zones de grande culture où les gens n'avaient pas finalement accès à des effluents.
Oui, on a regardé, alors on a regardé un petit peu, on n'est pas allé, on n'a pas détaillé le type d'effluents, enfin, ou d'apport sur la teneur en phosphore. C'est des choses qu'on a regardées sur les bilans de phosphore, par contre. Donc Pietro reviendra, je pense, dessus un petit peu. Mais oui, c'est une donnée qu'on a dans l'observatoire du type d'apport. Est-ce que c'est du fumier? Est-ce que c'est de la fiente, du bouchon, etc., etc., quoi. Et puis, est-ce que c'est exogène ou pas à l'exploitation? Ça, c'est des choses qu'on a regardées aussi. Ouais, c'est compliqué de présenter des choses en détail. Enfin, on a commencé un peu à regarder, mais déjà, on a fait suivi des pratiques sur 5 ans. Et en fait, sur 5 ans, alors il y a quelques exploitations qui, pendant 5 ans, apportent que des fientes ou que des bouchons. Mais souvent, il y a un peu d'effluents d'élevage, un peu de fientes achetées, un peu. Et en fait, il y a une infinité de combinaisons. Donc, on ne s'est pas risqué à essayer d'analyser ça parce qu'à mon avis, on aurait pu avoir des conclusions hâtives. Bonjour, Fabrice Marcovecchio, LDR, donc un autre laboratoire. Je voulais savoir si les cendres de bois non traités faisaient partie du règlement bio. Alors, je crois que oui, mais je pourrais pas répondre à 100%. Ça fait pas partie des produits que moi je vois très souvent, mais il me semble que oui. Je dirais oui aussi, tout dépend de l'origine des cendres, parce que ça peut être des cendres de plein de choses. On peut faire des cendres avec des bouts de station d'épuration, donc là je vous dirais non. Là, oui, c'est ça. Oui, pardon. Du coup, je pense que oui. Je pense que oui. Faudrait vérifier, mais je pense que oui. Mais ouais, c'est vrai que je pense que des fois, on a un petit peu effectivement des cas où l'interprétation du règlement bio est pas si simple que ça. Bonjour, Lionel Jordan-May, Bordeaux Sciences Agro. Il y a une relation qui perturbe, c'est l'absence de relation positive entre teneur en matière organique et phosphore. Parce qu'on s'attend quand même à ce qu'ils apportent de la matière organique pour notamment l'azote et aussi le phosphore. Alors, est-ce que c'est un problème d'analyse? Est-ce que Olsen reflète assez mal du phosphore issu de matières organiques, ou est-ce que c'est des phytates et que le phosphore organique n'est pas disponible? Parce qu'on ne fait pas ça pour ça, quoi. Et après, je pense que ça dépend aussi. Enfin, on va revenir aussi au type d'apport qu'on fait dans les systèmes bio, entre des apports qui vont être plutôt de type engrais et qui finalement, en termes de matière organique, vont pas rapporter forcément beaucoup de choses sur le long terme, et potentiellement par contre qui est disponible, par rapport à des apports aussi qui vont jouer plus sur la matière organique sur le long terme, quoi. Mais là, une fois de plus, je sais pas si je pense pas que dans les analyses qu'on a faites, on soit capable de dire pourquoi. C'est plus un constat que. Peut-être ce qu'on pourrait rajouter aussi, c'est la richesse en matière organique, elle provient de plein de facteurs différents. Là, on le voit, c'est les prairies permanentes parce qu'il y a des résidus de racines ou même de parties aériennes qui enrichissent le sol en matière organique. La richesse en matière organique, ça peut être lié à des apports de fertilisants. Il y avait une question tout à l'heure sur la nature des apports fertilisants. Si j'apporte du compost ou des fientes de volaille, je vais augmenter la matière organique, pas forcément dans les mêmes proportions. Et surtout, je vais apporter du phosphore, mais pas dans les mêmes proportions. Donc, je pense qu'en fait, la question, elle est hyper complexe pour y répondre, parce que finalement, c'est pas la matière organique, mais c'est les matières organiques. Il y a plein de formes ou d'origines différentes. Et je pense qu'il n'y a pas une corrélation exacte entre le phosphore de cette matière organique et la quantité. Après, s'il y a des collègues qui veulent bien compléter ma réponse, je suis preneur. Non. J'ai pas l'horloge sous les yeux, je sais pas où on en est. S'il y a des questions dans le chat, ok, on va reprendre les questions du chat. Ouais, il y en a pas mal, je vais en sélectionner quelques-unes. Donc il y avait, pouvez-vous, non, attends, je retrouve. J'ai le souvenir que pour le Sud-Ouest, le premier observatoire fait avant le projet Phospho Bio montrait que la teneur en phosphore était plus faible dans les
exploitations anciennement converties. Ce qu'on ne retrouve pas dans les résultats présentés ici, est-ce que la deuxième campagne faite dans Phosphobio sur le sud-ouest a confirmé ces résultats ou pas? Et si oui, comment l'expliquer? Je vais peut-être laisser Régis répondre parce que moi, j'ai pas suivi le premier observatoire, donc je vois que Régis est là. Ouais, bonjour à tous, donc Régis Elias d'Arvalis. Effectivement, j'ai initié en 2017 un premier observatoire des parcelles bio du sud-ouest qui a contribué à Phosphobio. Donc il y a 50 parcelles. Et effectivement, sur ce réseau d'analyse de 50 parcelles, on avait pu montrer de façon significative que l'ancienneté en agriculture biologique avait un impact sur les teneurs en phosphore. Voilà, donc la remarque est judicieuse. Si les analyses ont été refaites ou si c'est le jeu d'analyse initial qui a été utilisé dans Phosphobio. Alors oui, on a refait les analyses, on s'est dit on va descendre au niveau territoire pour regarder les faits. Alors je crois qu'on a perdu quelques parcelles en route, on en a récupéré d'autres, donc on n'est pas exactement sur le même jeu de parcelles. Tu parlais de 50 parcelles, nous c'est 75. De mémoire, il y a une différence faiblement significative, mais voilà, on n'est pas exactement sur le même jeu de données. Et puis sur les autres territoires, on voyait rien, mais c'est vrai qu'on a des effectifs plus réduits sur les autres territoires. Donc peut-être qu'on a moins de puissance statistique. Effectivement, ouais, on avait regardé par territoire et il n'y avait pas non plus de différence vraiment significative, même au sein de chaque territoire. Et au global, c'était pas si évident. Et puis encore une fois, c'est compliqué parce qu'il y a sans doute des interactions entre est-ce que c'est des bio anciens ou pas, sur des sols calcaires ou pas. Il faudrait vraiment, voilà, je pense, un échantillonnage, enfin un nombre de parcelles plus important pour se lancer dans des analyses multivariées. Il y avait une question qui est un peu liée sur les classes d'ancienneté qui ont des effectifs très déséquilibrés. J'avais un peu la même question. Pourquoi considérer que 15 ans, c'est récent? Alors, on était parti un petit peu sur les mêmes classes justement que l'Observatoire du Sud-Ouest initialement, donc on était reparti sur ces classes-là. Mais effectivement, du coup, la difficulté à laquelle on a été confronté, c'est que trouver des parcelles très anciennes quand on place le curseur à 30 ans, c'était pas forcément facile non plus, quoi. Donc du coup, oui, je pense qu'après, on aurait peut-être pu établir des classes qui étaient un peu différentes. Voilà. Après. Entre 5 et 15, il n'y a pas de différence, quoi. Vous avez considéré qu'entre 5 ans et 15 ans, vous ne voyez pas. On a mis tout le monde entre 5 et 15 ans, on a mis tout le monde dans le même lot. Mais c'est vrai que là, on était parti, comme on était reparti en partie de l'observatoire qui avait déjà été établi dans le Sud-Ouest et que c'était les classes qui avaient été choisies, on s'est recalé sur les mêmes classes. Dans l'observatoire du Sud-Ouest, on avait voulu faire des classes un peu tranchées. C'est-à-dire que comparer des parcelles qui ont 2 ans d'ancienneté avec des parcelles qui ont 5 ans d'ancienneté, tu verras rien. Et donc, c'était pour trancher un peu l'effectif. Et c'est pour ça que, alors après, la question, à quel âge on est vieux, j'en sais rien. Mais il a fallu faire des choix et on les assume, mais on n'a pas d'explication pour dire on a choisi 15 ans parce qu'on a une étude statistique qui montre que c'est 15 ans. On n'en sait rien. Il a fallu faire des choix. Ouais, bon, on prend la dernière et puis après on verra soit en fin de matinée, soit. Je répondrai par écrit. La question qu'on avait publiée, c'était pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît, l'effet des couverts sur les fournitures de phosphore, quelle quantité espérée? Vaste question, on n'y a pas vraiment répondu dans Phosphobio. Ce qui n'est pas évident avec les couverts végétaux, c'est qu'en fait, on est sur de la remobilisation, mais du recyclage. Alain, tout à l'heure, présentait l'écosystème naturel où les plantes absorbent du phosphore et s'il n'y a pas d'intervention humaine, le restitue au sol. Et finalement, les couverts végétaux, certes, il y a une intervention humaine, mais il n'y a pas d'exportation en dehors de la parcelle, sauf si on est sur des cultures dérobées. Et donc, du coup, on est quand même globalement sur des bilans nuls de phosphore, si on est vraiment d'un point de vue purement mathématique. Après, il y a des questions sur des espèces plus ou moins aptes à
à mobiliser le phosphore parmi les espèces de couverts. Il y a des questions sur est-ce que le phosphore des résidus de culture est plus ou moins disponible pour les cultures suivantes que le phosphore absorbé sur la phase solide du sol. C'est des choses pas évidentes. Alors, j'ai vu passer une thèse sur le phosphore découvert je crois qu'elle a été soutenue cette année, où en gros, ils ont regardé un petit peu les processus de minéralisation du phosphore des matières organiques. Et en fait, ça fonctionne finalement un peu comme l'azote, c'est-à-dire que c'est déterminé notamment par le ratio phosphore sur carbone, non, carbone sur phosphore, plutôt des résidus. Et en fait, s'il n'y a pas assez de phosphore dans les résidus du couvert, les micro-organismes qui les dégradent vont avoir tendance à prendre du phosphore du sol pour le dégrader. Et inversement, sur des résidus riches en phosphore, donc il n'y a pas de réponse tranchée, je pense, sur ces aspects-là. Tu voulais dire autre chose? Non, c'est un vaste sujet effectivement, cette notion des couverts et phosphore, parce que par l'absurde, on pourrait penser également que la présence de couverts qui améliore la biodisponibilité du phosphore dans les sols et donc permet de mieux alimenter les cultures, accélère les exportations, quelque part. Et donc, je ne sais pas si c'est une réponse absurde ou un élément de réponse absurde, mais quelque part, les phosphores peuvent être aussi, les couverts, pardon, peuvent être aussi assimilés à des accélérateurs de dégradation de la biodisponibilité du phosphore. Mais à long terme, voilà.